Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu, le magazine de BX1 qui met en perspective l'actualité bruxelloise chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Le vendredi, vous le savez, on s'accorde 25 minutes d'entretien avec un acteur ou une actrice de cette actualité bruxelloise. 25 minutes au cours desquelles nous lui soumettrons évidemment quelques-unes des questions que vous nous avez envoyées. Alors cette semaine, nous n'avons toujours pas de gouvernement en région bruxelloise, pas de gouvernement, mais deux documents, par contre, qui ont pu être mis sur la table. L'un déposé par le mouvement réformateur, un projet de déclaration de politique générale, et puis l'autre rédigé par le PS, qui est un cadre de ce que pourrait être une négociation entre 6 partis classés les plus à gauche sur l'échiquier politique. Notre invitée de ce soir, elle est courtisée à la fois par le mouvement réformateur et par le Parti socialiste. Elle était présente à cette fameuse première réunion organisée par Ahmed Laouej. On va donc lui demander comment ça s'est passé et quelle sera la suite. C'est Elke van den Brand qui est notre invitée. Bonsoir Elke van den Brand. Bonjour. Ministre de la Mobilité et des Travaux publics du gouvernement bruxellois actuellement en affaires courantes et aussi et surtout chef de file, donc négociatrice pour Groen, le parti des écologistes néerlandophones. Beaucoup d'agitation donc ces derniers jours, après quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois de léthargie. On a le sentiment que les choses s'accélèrent, à gauche, à droite. On va commencer par la droite. Présentation d'un projet de déclaration de politique générale. C'était mercredi matin avec les représentants du mouvement réformateur. Et c'est un reportage de Maël Arnold Dussen. Le chapeau, c'est bien entendu, Georges lui l'a dit, le budget qui corsette toute politique nouvelle que nous voudrions mener. Le point principal du projet porté par le MR, rétablir une trajectoire budgétaire saine, ce qui se traduit par des réductions de dépenses, entre autres dans les administrations publiques. Il faut rationaliser, il faut rendre ça plus efficace, plus efficient. On propose du coup ici une trajectoire qui vise à tout restructurer en 3 piliers bien précis pour que Bruxelles soit plus efficace, Bruxelles soit plus efficient et coûte moins cher. Le mouvement réformateur veut aussi faciliter le retour des demandeurs d'emploi vers le marché du travail, en copiant la stratégie de la Flandre, entre autres. Les libéraux plaident également pour davantage de sécurité et de propreté avec des sanctions plus dures. Côté mobilité, c'est la fin du plan Good Move. On veut abroger le plan Good Move dans sa forme actuelle. Il y a des éléments qui sont intéressants en termes de transport public, en termes aussi de baisse de la pression automobile, mais on a bien vu que ça créait également beaucoup de tensions, des difficultés dans des tissus commerçants, et donc il faut pouvoir s'inspirer de ce qui n'a pas été pour améliorer la mobilité à Bruxelles. Toutes ces mesures, elles figurent désormais dans ce document d'environ 80 pages. Il a été transmis à tous les partis bruxellois, à l'exception du Vlaams Belang, du PTB et de la Team Foi d'Aïdar. Bref, parler du fond avant la forme, une approche jamais vue jusqu'ici. Aujourd'hui, les différentes formations politiques vont devoir se positionner publiquement. Et donc à partir de là, c'est fini les petits jeux à gauche, à droite. On dépose un texte. Ce texte surtout en plus est appuyé, que ce soit dans les constats ou les propositions, par des avis d'organismes officiels. Le Conseil d'État, la Cour des comptes, le comité de monitoring. Donc si vous voulez contester ces éléments, il faut quand même venir avec une argumentation un peu solide. Reste à savoir quand même si la proposition pourra séduire suffisamment de partenaires pour former une majorité. D'autant que le Parti socialiste mène des discussions en vue d'une coalition de gauche. Si quelqu'un pense que le PTB va pouvoir réduire le déficit public, rationaliser les administrations, il peut le penser, mais je crois que ce n'est pas très sérieux. Par ailleurs, avoir Foi d'Aïdar qui a clairement fait un choix de politique communautariste est quelque chose aussi qui me choque. À ce jour, David Leister ne s'est pas donné de date limite pour aboutir. Alors, Elke van den Brand, texte communiqué à la presse mercredi, puis transmis au parti dans la foulée. J'imagine que vous avez eu le temps de le lire. Vous le trouvez intéressant ou pas, ce texte? Il est une base de départ possible pour vous ou pas? Mais on a envoyé de l'input aussi au MR au moment qu'ils commençaient à construire leur texte. On a vu qu'il y a des 43 points qu'on a envoyés, qu'on a 3 ou 4 qui sont retenus. Alors, vous avez envoyé 43 propositions, vous en retrouvez 3 dans le texte. Oui, alors je ne dis pas que tout ce texte n'est pas bien, mais le maire le présente, c'est à prendre à laisser. Ils ont dit, si vous ne votez pas ce texte, vous n'aimez pas Bruxelles. C'est un peu comme dans la foot, on dit, si vous ne sautez pas, vous n'êtes pas bruxelloise. Ça ne marche pas dans la foot, ça ne marche pas dans la politique. Je suis ouvert à la dialogue. J'étais toujours ouvert à la dialogue. Groen veut parler sur le fond. C'est une proposition de parler sur le fond. Alors faisons-le. Mettons-nous autour d'une table et discutons.
j'aimerais bien parler de ça veut dire quoi la fin à Good Move dans sa forme actuelle. Ça, c'est une petite pique pour vous. Hein. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va revenir sur la ville 30 ou pas? On va enlever les pistes cyclables ou pas? Est-ce qu'on va réduire l'offre de transport en commun? Je veux un dialogue. En politique, pour trouver un compromis, il faut un dialogue. Et ça, c'est l'essentiel. Et ça, c'est l'appel, si j'ai bien vu aussi, fait ce matin par les engagés, organiser, rassembler des partis autour d'une table pour en discuter. Il y a beaucoup de volonté, mais il faut qu'on en parle. Ça veut dire que ce n'est pas exclu pour vous de discuter avec le mouvement réformateur, mais que jusqu'à présent, il y a peut-être un problème de méthode et que vous avez le sentiment de ne pas être entendu ou concerté suffisamment. J'ai bien compris? Il n'y a pas de dialogue pour l'instant, il n'y a rien. Ils ont déposé leur texte devant la presse. Il y a eu quelques contacts avant, mais très limites. Je pense que j'ai eu une rencontre avec David Lester. Alors, je comprends qu'ils veulent utiliser une nouvelle méthode. J'ai beaucoup de doutes parce que c'est tout dans le public. Alors, faire des compromis où tout le monde regarde, ce n'est pas évident, il ne faut pas le cacher. Alors la question maintenant, comment est-ce qu'on va aboutir et quand même avec qui? Ça reste. Mais maintenant que vous connaissez le texte, Elke van den Brande, est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments qui, pour vous, rendent une négociation possible en matière de mobilité, en matière d'environnement, par exemple? Est-ce que vous vous y retrouvez dans ce texte ou pas? Si on parle de mobilité, climat, social, santé, il y a des vraies adaptations à faire à le texte. Il y a des autres chapitres où je dis, OK, c'est une base de négociation, mais ce n'est pas mûr. C'est un texte qui est proposé même sur le budget. Donc il faut le revoir en assez grande profondeur. Il faut en négocier, il faut en discuter, comme toujours, pour faire un accord politique. Alors ça, c'était mercredi. La veille, le mardi soir, il y a eu 6 partis de gauche réunis autour d'Ahmed Laouedj. Et là, l'objectif, c'est de tenter de former une autre majorité, une majorité progressiste. C'est une première réunion qui se déroulait mardi. On va écouter ce qu'en disait Ahmed Laouedj le lendemain. Il était interrogé là aussi par Maël Arnaud-Dussène. On a remis une note, on a remis une trajectoire budgétaire et il est bien normal que les gens prennent le temps de le lire et puis d'en débattre en interne et puis de se revoir dans un délai évidemment raisonnable, bien entendu, qu'on est dans l'urgence. Mais ça fait plus de 10 mois maintenant que le MR a été incapable de rassembler autour de lui une majorité que pour pouvoir former un gouvernement. Donc ça veut dire aussi que nous payons ici le prix finalement de l'inefficacité, c'est le moins qu'on puisse dire à nouveau, de la méthode du MR. Mais ça c'est le passé, je ne regarde pas dans le rétroviseur. Moi j'essaye de pouvoir développer un schéma politique, parlementaire, avec une large majorité, et c'est le cas. Donc, note de cadrage déposée auprès de 6 partis avec un objectif qui est d'essayer d'aboutir à une conclusion pour le 21 juillet. Méthode très différente, vous vous reconnaissez plus dans la méthode du PS que dans celle du MR, Elke van den Brande? C'est plus classique, mais il faut quand même dire que la situation à Bruxelles, c'est totalement absurde. On a les 2 partis les plus grandes après les élections, MR et PS, qui vont former chacun une majorité, alors qu'on ne peut qu'avoir une majorité, c'est la mathématique, le moitié plus 1, il n'y a qu'une option possible. Dans l'option d'Ahmed Laouedj, il y a une majorité. Il y a une majorité, il y a tous les partis autour de la table, on dit on va en discuter en interne. Chez Groen aussi, c'est prévu lundi interne dans nos partis. Donc lundi, vous allez dire si vous acceptez de continuer les discussions avec Ahmed Laouedj, par exemple? Il y aura une discussion, oui, chez mon parti. Pour moi, l'essentiel, c'est aussi à dire le fait que MR et PS ne se parlent plus, qu'il n'y a qu'un dialogue. Mais vous n'allez pas les réconcilier demain, Elke van den Brande? On a essayé pendant la période avec Christophe de Beuclair, j'ai mené une mission d'information pour les réconcilier. Ça n'a pas marché. On a travaillé, ça n'a pas marché parce qu'à la fin, il y avait ici une table avec une majorité. Il y avait 6 partis autour de la table avec une majorité. Ce sont les libéraux qui ont décidé, si le NVA n'est pas là, on ne veut plus. Et ça reste visiblement, chaque fois, on peut parler... Ils n'ont pas changé de discours. Ils veulent toujours la NVA et le PS n'en veut toujours pas. Oui, ils disent maintenant, on parle sur le fond, mais en fait, ils disent on peut faire sur le fond et avec les NVA. Alors ça reste l'éléphant dans la pièce. Il faut en discuter. Un jour, on doit dire avec qui on va faire une majorité à Bruxelles. Je vous pose la même question vis-à-vis de la note de cadrage d'Ahmed Laouedj, même si c'est une note de début de négociation et non pas un projet de déclaration de politique générale. En matière d'environnement, de climat, de mobilité, vous pouvez vous y reconnaître, trouver qu'il y a assez suffisamment. Il parle d'une crise environnementale ou écologique ou climatique, Ahmed Laouedj, dans son document. Ça vous convient, ça, ou pas? Oui, elle est réelle, cette crise, alors il faut en parler, mais c'est une note de 7 pages. Alors oui, il faut débattre
plus aux profondeurs de ce qu'on veut sur le climat, sur la mobilité, mais aussi sur le trajet budgétaire. Si on veut défendre Bruxelles et rendre Bruxelles résiliente pour le futur, on doit faire en sorte que notre budget soit en équilibre. Alors comment le faire, avec quelles mesures? Ça sont tous Donc des là aussi, choses... il faut discuter plus en profondeur sur la Il note faut d'Ahmed Lawedge. discuter sur comment et quoi, mais la première question, c'est avec quel parti est-ce qu'on va négocier? Et ça, c'est le nœud essentiel. Ouais. Alors justement, vous allez peut-être quand même devoir choisir, puisque vous pourriez discuter avec le mouvement réformateur ou discuter avec le Parti socialiste. C'est peut-être pas la position la plus inconfortable, mais c'est peut-être pas la position la plus logique non plus. On va écouter un président de parti qui, sur l'antenne de BX1 ce matin, vous demande de choisir et de choisir le plus rapidement possible. C'est Yvan Verhofstadt, président des Engagés, qui était notre invité aujourd'hui dans la matinale. On l'écoute. On a 2 initiatives, c'est un peu du jamais vu en parallèle. On en avait 0 qui avançait, on en a 2 maintenant en parallèle. Je crois qu'il faut être clair. Est-ce qu'une majorité des partis veut discuter de cette proposition de gauche et d'extrême gauche? Dans ce cadre-là, dans ce cas-là, il faudra les laisser avancer. Je veux dire, on va pas courir 2 lièvres en même temps. Si Vorut, les écolos, Groen pensent vraiment qu'ils peuvent construire une majorité avec la gauche et l'extrême gauche et que c'est dans ce projet-là qu'ils veulent investir leur temps pour l'amender, eh bien, il ne faut pas faire 2 choses en même temps. Il ne faut pas dire tout et son contraire. Et donc, je pense que d'ici les prochains jours, les quelques prochains jours, ne perdons pas du temps avec une piste qui, soi-disant, où on est embêté de dire non, mais on sait qu'on voudrait dire non un jour, mais on fait encore perdre du temps aux Bruxellois. Alors, Elke van den Brand, est-ce que vous pouvez répondre à Yvan Verhofstadt et est-ce que vous pouvez lui dire oui, on va choisir une des 2 pistes et ça va être clair? Mais pour l'instant, ni la piste ni l'autre sont mûrs à décider. Je rappelle, pour le MR, je demande qu'ils organisent des tables. Si le MR veut rassembler une majorité, elle a besoin de soit PS, soit écolo. Alors, il faut les inviter, il faut en discuter. La question... Donc, vous demandez au MR, très clairement, s'il veut continuer, il doit organiser une réunion et il doit inviter PS et écolo. Oui, des partenaires pour faire une majorité. Juste dire, voilà, c'est un texte à prendre, ça ne va pas. On est un peu... Et le truc du PS aussi, on est un peu dans un mauvais western. Tu as 2 cow-boys avec des revolvers tout chargés, dos sur dos, et maintenant on demande aux autres de dire qu'on se met autour d'une table, qu'on parle. Oui, mais ça fait 10 mois qu'on essaye de se mettre autour d'une table et de parler, Elke van den Brand. Et vous-même, vous avez même été dans une mission d'information. On voit bien que ça ne marche pas, donc il faut qu'il y ait autre chose qui se passe, non? Il faut que dans la tête des partis, pour l'instant, c'est les trajets des partis et l'intérêt du parti, les intérêts des carrières politiques personnelles qui prévalent sur l'intérêt de Bruxelles. Et là, je trouve que dans l'époque, je me souviens en 2019, Rudy Vervoort, quand j'étais premier parti néerlandophone, Rudy Vervoort venait vers moi et dit il faut qu'on va vite parce que sinon on est piégé dans un jeu des fédérales. À Bruxelles, on doit faire en sorte qu'on montre que Bruxelles sait fonctionner. C'est une région très jeune, 35 ans. On doit tous montrer que Bruxelles sait fonctionner, même avec toutes ses imperfections, et prendre cette responsabilité. Et ça veut dire que PS et MR vont devoir parler au moins sur la question qui a l'initiative. Si vous dites ça, ça veut dire que vous ne croyez pas tout à fait à l'option défendue par Ahmed Lawedge d'une majorité progressiste qui pourrait se faire sans qu'on en parle avec le MR. Mais il a proposé qu'on ait un échange de vues. Il n'a pas encore dit, moi je le prends comme formateur, on y va. Il a quand même dit que c'était une note de cadrage pour un début de négociation et qu'il voulait aboutir au 21 juillet. Alors et maintenant, tous les partis ont dit, OK, on a entendu, on va en parler. Alors pour dire maintenant, ah oui, tout est fait, chez Groen, ça sera lundi, il y a une discussion, mais par exemple, les PTB... Est-ce que lundi, Elke van den Brand, vous allez nous dire clairement, on rentre dans l'une ou dans l'autre négociation ou pas? Ça dépend aussi si d'ici lundi, par exemple, MR nous a invités à une table de dialogue. Vous attendez une invitation d'ici lundi? Oui, on met un calendrier, une méthode. On ne sait pas comment que les maires veulent. Ils ont déposé un texte. On a dit, OK, on veut en parler. Comment? Où? Est-ce que ça se fait au Parlement? Mais ni David Lester, même Mima, est au Parlement. Alors, où est-ce qu'on va dialoguer? Où est-ce qu'on va parler? C'est quand même pas une question très difficile à répondre. Est-ce qu'être avec le PTB ou la Team Fadaïda dans un gouvernement, c'est un problème pour Groen? Vous pouvez envisager d'être associé à eux ou pas? On a toujours dit on n'a pas d'exclusif ni de veto. J'avoue que ce sont des discussions qu'on doit mener au sein du parti. Mais ce qui est important aussi, par exemple pour le PTB, est-ce qu'ils sont prêts à vraiment faire un trajet budgétaire qui va vers un équilibre et faire des économies et remettre des choses. C'est une vraie question sur laquelle on doit parler parce que pour le futur de Bruxelles, c'est important. Pour la crédibilité d'un projet, c'est important. Alors, même le PTB a dit on va retourner vers leurs organes. Alors, tout le monde doit maintenant retourner. Donc, mais on y verra plus clair lundi, vous pensez? Pardon? On y verra plus clair lundi soir, vous pensez? Sans doute, et pas que chez Groen, aussi c'est les autres partis. Et je suis d'accord avec Yvan Verhofstadt. Il faut maintenant que ça va vite, qu'il y a quelque chose qui est clair et que le jeu tel on se retrouve maintenant s'arrête et qu'il y a un formateur avec un plan, avec un cadrage,
Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Alors justement, je voudrais qu'on parle un instant d'assainissement budgétaire, parce que c'est quand même un des grands enjeux de la législature en cours. 7 ans, 10 ans, vous avez une préférence? Est-ce qu'on peut le faire en 7 ans sans se faire trop mal? Est-ce que c'est mieux de le faire en 10 ans? Est-ce qu'on doit prévoir des rentrées fiscales ou est-ce que c'est zéro nouvelle taxe à Bruxelles? Même les instances financières comme Standard & Poor's qui font l'évaluation de la crédibilité bruxelloise au niveau financier disent qu'il faut un équilibre avec des recettes en plus et des économies. Alors, on a besoin des deux. Pour moi, 7 ou 10 ans, les deux sont discutables, sont ouverts pour la discussion. C'est une mauvaise traduction, désolé. La question, c'est avec quelles mesures? Comment? C'est là où est le vrai débat politique. Avec quelles mesures, quelles économies est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va économiser? Mais donc, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il n'y ait pas tout en effort d'économie. Il faut qu'il y ait une partie en recettes, dans ce que vous venez de dire. Il faut toujours chercher un équilibre et faire en sorte que ça soit balancé. Oui. Logement, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'on doit encadrer les loyers ou pas? C'est dans le texte du PS, ça n'est pas dans celui du MR. Pour l'instant, on a à Bruxelles une crise de logement. Chercher une maison ou un appartement abordable est super difficile. La différence entre le revenu moyen et les prix des loyers a augmenté très fort les dernières années. Alors, il faut y agir, il faut... Comme Amsterdam a fait, comme Paris a fait, il faut agir. On encadre les loyers? Alors, pardon? On encadre les loyers? En encadrant les loyers, cherchons des formules. Je ne vais pas dire que ça doit être telle méthode et rien d'autre, mais peser sur ce marché locatif, on doit le faire, sinon ces décalages entre les revenus et les loyers vont encore croiser et ça rend Bruxelles très précarisée. Alors vous êtes quand même toujours ministre des Transports, de la Mobilité, des Travaux Publics. Je voudrais qu'on parle avec vous un petit peu de ces thématiques-là. Aujourd'hui aussi, la STIB qui a franchi en 2024 le cap symbolique du million de voyageurs quotidiens. C'est le rapport annuel qui a été publié cette semaine également. 402 millions quasiment de trajets enregistrés sur l'année. C'est une augmentation de 7% par rapport à 2023. Chiffre présenté par le patron de la STIB et Rémi Rucois et Nicolas Scannart ont assisté à cette présentation. Augmentation de son nombre de voyageurs, mise en place de nouvelles lignes, les défis de l'électrification, la STIB dresse un bilan positif de son année 2024 sur l'avancée de ses grands projets. Ça a très bien avancé et dans tous les modes, aussi bien bus, tram que métro. Le métro, évidemment, le métro 3, tout le monde en parle. En tram, vous voyez que d'abord, on a acquis du nouveau matériel roulant, des nouveaux trams TNG, que les gens apprécient énormément. On a remplacé énormément de voies aussi. Regardez la rue de la Régence, regardez la place Royale, c'est formidable. Et puis ailleurs, évidemment. Et en bus, on électrifie notre flotte. Le plus grand projet pour l'avenir, c'est évidemment le métro 3. La STIB vient d'annoncer le report de sa mise en service à 2032, voire 2033. Mais son avenir reste incertain. La suspension des travaux n'est pas envisagée à ce stade. Tout est possible, mais tout a un coût en termes d'argent d'abord, tout a un coût en termes de temps aussi. Il faut tout peser. Bon, aujourd'hui, j'en sais pas plus que vous, donc je ne voudrais pas m'avancer dans des scénarios qui parfois pourraient être un peu farfelus quand même. On m'a donné la mission de construire le métro, ce que je fais. Et puis maintenant, si une autre décision vient, on me la fera savoir. Cette décision devra être prise par le prochain gouvernement bruxellois. Difficile pour l'entreprise de se projeter sans exécutif, notamment sur les questions budgétaires. C'est évident que ce n'est pas une situation habituelle et que ça fait 1 an qu'on est là sans gouvernement. On a besoin de lignes. On a un énorme projet d'investissement, le plan pluriannuel d'investissement. De quelle manière le prochain gouvernement va couper dedans ou pas, ça c'est une décision qui leur appartient. Plus de questions donc que de réponses pour les futurs projets de la société bruxelloise. Elle assure par contre qu'aucune économie ne sera faite sur la maintenance et l'offre de son réseau. Alors d'abord le bilan, Elke van den Brand, les utilisateurs du métro, les voyageurs, ils se plaignent souvent de retard, d'annulation de certaines rames. Ils ont raison de râler ou le bilan est très bon, comme le dit Brigitte Meus? Tout ce qui est sécurité est un enjeu sociétal à Bruxelles. Il faut le prendre au sérieux, se sentir en sécurité. C'est un réel enjeu dans le métro et le transport en commun. Donc là, il faut améliorer les choses. Il faut, et ce n'est pas que c'est pas la STIB ni la ministre de la Mobilité qui peut le faire seule. C'est vraiment une approche de sécurité pour tout Bruxelles est essentielle. À côté, je pense que moi, je suis fière de la STIB. 7% de voyageurs en plus. Un taux de satisfaction qui est élevé. On a augmenté l'offre les dernières 5 années avec 15%. Si je parle avec mes homologues qui ont confrontés à de l'aide tout l'été, ils sont jaloux. Ouais. Je pense qu'on doit être fiers de ce qu'on a ici à Bruxelles et savoir que notre transport à Bruxelles, notre STIB,
elle est bien, elle est bonne pour 12 € pour les jeunes. Vous voyagez partout dans la région. Alors, c'est vraiment une réelle offre de transport public. Ouais. Donc, alors, le prolongement du métro 3, et notamment la prolongation vers Schaerbeek et vers, on le fait pas, on doit dire pendant cette législature, on ne pourra pas le faire, on réfléchira plus tard. C'est comme M. de Meuse a dit dans le reportage. Il faut que le prochain gouvernement... Brio de Meus, il attend la réponse du prochain gouvernement. Donc, j'ai probablement une membre du prochain gouvernement. Oui, évidemment. Moi, je suis ministre des Transports en commun. Je défends qu'il y a plus de transports en commun aussi des métros. Alors, ça, c'est le projet de base. Sur le métro, c'est un projet de nouveau ligne de métro qui coûte 4,7 milliards d'euros. Au moins. Voilà, des estimations actuelles. À Bruxelles, on a un budget annuel de 6 à 7 milliards. Il ne faut pas les payer en un an, mais c'est pas, voilà, ça pèse fort. Alors, on a besoin d'un soutien fédéral, comme dans toutes les villes européennes. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. C'est le fédéral qui aide pour leur capital. Est-ce que s'il n'y a pas ce soutien, ça veut dire qu'on laisse le projet pendant un petit temps au placard et on verra plus tard? Vous êtes d'accord avec cette formule-là ou pas? Mais je préfère avoir des réponses claires. Est-ce qu'on a les moyens pour les financer? Et pour l'instant, on a tous constaté que pendant la campagne électorale, tous les partis disaient oui, le fédéral doit financer plus, on doit augmenter le part fédéral dans ce projet. Qu'est-ce qui s'est passé actuellement dans le réel? Le fédéral a décidé d'économiser 25 millions pour cette année déjà sur tout ce qui est métro et probablement 50 millions pour l'année prochaine. Alors, évidemment, ça nous met dans l'obligation de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire. En dehors du métro, il y a aussi ce master plan de la STIB. Il y avait une douzaine de lignes de tram nouvelles en projet. On pourra le faire court terme ou les finances ne le permettent plus? Évidemment, je vais défendre qu'on continue à créer des lignes de tram parce que ça fait bouger des Bruxellois. Mais tout ça, ce sont des décisions qui doivent être prises par un gouvernement en plein exercice. Alors, on va terminer avec les questions de nos téléspectateurs et auditeurs. On en a quelques-unes et elles concernent surtout la sécurité routière, en tout cas celle qu'on a retenue. On commence avec Nicole, qui commence par vous demander si vous pouvez reconnaître que votre plan Good Move a été un désastre économique, mal préparé et dont vous n'avez pas mesuré les conséquences. Est-ce que Good Move, c'était une mauvaise idée? Good Move, c'est la ville 30 qui a réduit la vitesse à Bruxelles et tous les automobilistes, beaucoup de automobilistes respectent et je leur remercie. Moins d'accidents graves, c'est important. C'est augmenter l'offre du transport commun avec 15%. Je ne pense pas que les gens s'opposent à ça. C'est faire en sorte que dans les quartiers, il y a moins de trafic de transit. Ce sont tous des objectifs que je défends. Qu'on a eu des problèmes à la mise en œuvre de certains parties du plan Good Move, par exemple à Kuurichem ou Schaerbeek, oui, on doit en apprendre, mais qu'on doit continuer dans notre région de travailler à cette question, comment les 1,2 million des habitants peuvent avoir un espace public qui n'est pas juste là pour faire passer les voitures, mais aussi avec des aires de jeu, des arbres, des pistes cyclables. Pour moi, ça reste un projet à défendre. Alors, question de mécano. Pourquoi à Bruxelles, on paye des taxes de circulation pour avoir des routes? 3 petits points, pas en très bon état, fissures, nid de poule, trous, déformations. Est-ce qu'on doit réinvestir dans les routes? On investit beaucoup dans la gestion, par exemple, des tunnels. Rénover un tunnel, ça coûte des millions d'euros. Réasphalter, chaque année, il y a un programme de réasphaltage. Il y a une prioritisation avec les rues les plus importantes et les plus urgentes à réasphalter. Alors, il y a une gestion de nos routes. Dès qu'il y a un nid de poule qui est annoncé, par exemple, dans l'application Fix My Street ou qu'il y a quelqu'un, un ouvrier qui le remarque, on peut le signaler et on vient le réparer. Donc, il faut utiliser Fix My Street, si j'entends bien. Charles, qui écoute souvent BX1, a noté que vous ne vouliez pas imposer le port du casque obligatoire pour les cyclistes et pour les trottinettes électriques. Vu les statistiques effrayantes des traumatismes crâniens pour ces usagers, dit-il, est-ce que vous restez quand même sur vos positions? Je reste convaincue que porter un casque peut vous sauver la vie. Alors, mets un casque à vos enfants, à vous-même, si vous utilisez le vélo ou une trottinette. Pour moi, la question, c'est si on met une obligation, est-ce qu'il y aura plus de port de casque? Et ça, on a les études aux Pays-Bas où il n'y a pas d'obligation de port de casque qui montrent qu'il n'y aura pas une augmentation. Il y a juste des gens qui ne vont plus rouler à vélo. Alors, ça, c'est important qu'on va suivre les réelles analyses qui ont été faites. Oui, c'est important de porter un casque. Oui, ça peut vous sauver la vie. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une étude qui montre qu'il y aura plus de port de casque au moment qu'on va l'obliger. On pourrait avoir le même raisonnement sur la ceinture de sécurité pour les automobilistes. C'est obligatoire. Oui, mais c'est différent parce que cette ceinture est attachée dans votre voiture. Vous n'oubliez pas
vous l'utilisez pas juste, et une casque qui est sur vos vélos, parfois vous l'avez oublié, alors vous ne pouvez plus continuer à vélo. Alors c'est quand même un autre outil, mais je rappelle, évidemment, ça peut vous sauver la vie. Il y a aussi encore une autre argument. Vous en mettez un, vous, quand vous faites du vélo? J'en mets. Il y a aussi un autre argument, ils disent que ça donne une fausse... que les voitures, quand ils voient les cyclistes avec casque, sont moins prudentes. Alors ça aussi, c'est un argument que je pense qu'on doit entendre, et les automobilistes doivent toujours être prudentes pour les piétons et pour les cyclistes. Merci Elke van den Brand, merci d'avoir été notre invité ce vendredi. On se retrouvera lundi évidemment pour la matinale Bonjour Bruxelles, c'est à partir de 6h58. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.